Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro consacré au Monte Carlo Rolex Master, ou plutôt maintenant au Rolex Monte Carlo Master. Vous avez vu l'image du jour, Lucas Pouille, grosse surprise numéro 1 français qui vient de perdre face à Michas Zverev dans les 50e au classement ATP, puisqu'on parle de résultats. Sans plus tarder, les résumés de cette journée avec Frédéric Hélion. Il était attendu après sa demi-finale l'an passé ici à Monte Carlo. Lucas Pouille est déjà éliminé dès son entrée dans le tournoi. C'est la sensation de ce mardi. Tout commence bien pourtant pour le numéro 11 mondial avec une première manche remportée facilement, 6-2. Mais derrière, la machine s'enraye, 49 fautes directes sur l'ensemble du match. Le numéro 1 tricolore mène 4-2 dans le troisième set, mais s'incline face à Michas Zverev et son jeu atypique basé sur le service volé en 3 manches. Le match à ne pas rater ce mardi était aussi sur le court central. Dominic Thiem, 7e mondial et tête de série numéro 5 du tournoi. Face à lui, Andrei Rublev, 20 ans, une des étoiles montantes du circuit, quart de finaliste du dernier US Open. Malgré la perte de la première manche 7-5, l'Autrichien s'impose au terme d'une superbe bataille de plus de 2h40 sur une ultime double faute du Russe. Victoire en 3-7, 5-7, 7-5, 7-5. Beaucoup de Français sur les cours ce mardi avec 2 duels entre tricolores. Première affiche, Gilles Simon, détenteur d'une wildcard face à Adrian Mannarino. Beaucoup de longs rallyes dans ce match et de break aussi. Simon active le mode mur, renvoie tout et fait craquer Mannarino. Il mène 6-3, 4-2, mais le gaucher se rebiffe et revient dans le match. Dans le troisième set, Simon retrouve le fil et pousse toujours Mannarino à la faute. Victoire en 3 manches, 6-3, 4-6, 6-2. Deuxième duel franco-français de la journée, Richard Gasquet face à Jérémy Chardy, sorti des qualifications. Le Biterrois l'emporte en 2-7. Pierre Hugerbert, lui, a fait douter Grigor Dimitrov, mais son parcours en simple s'arrête là. Défaite en 3 manches. Toujours côté français, gros combat entre Benoît Paire et Feliciano Lopez. L'Espagnol sort vainqueur après 3 sets accrochés. Et enfin, Pablo Cuevas, quart de finaliste l'an dernier, est déjà éliminé après sa défaite face à Fernando Verdasco. Vous avez pu découvrir les principaux résultats. Il faut savoir que le tenant du titre, Rafael Nadal, rentre dans la compétition ce mercredi. Nous avons pu le rencontrer juste avant et vous allez être privilégié. Nous l'avons rencontré dans sa suite qui porte désormais son nom. Reportage. Nous sommes au 10e étage du Monte Carlo Bay, comme les 10 victoires de Rafael Nadal. Devant la suite 1029, le prince Albert II est venu saluer le grand champion, le joueur numéro 1 à l'ATP, Rafael Nadal. Tous deux ont dévoilé la plaque qui officialise cette inauguration. Une cérémonie en présence également de la baronne Elisabeth Anne de Massy, de sa fille Mélanie-Antoinette de Massy ou encore du directeur du tournoi Željko Franulović. La suite 1029 s'appelle désormais la suite Rafael Nadal. Pourquoi la suite Rafael Nadal? Déjà, c'est le plus grand joueur de terre battue. Il a gagné 10 fois Roland-Garros, 10 fois Barcelone et il a gagné 10 fois Monte Carlo. Donc le Monte Carlo Bay a un positionnement, c'est l'hôtel des champions. Et quoi de rendre plus hommage à Monsieur Nadal et à Rafa, parce que tout le monde l'appelle Rafa ici, de lui faire sa suite qu'il occupe depuis les débuts. Parce que cette chambre, c'est pas anodin, c'est sa chambre depuis qu'il vient à Monte Carlo, quoi. La suite Rafael Nadal, 92 mètres carrés surplombant la mer avec sa propre raquette du 10e sacre au mur, ses chaussures, les photos de tous ses trophées ici à Monaco, une suite que l'Espagnol connaît parfaitement. La chose la plus importante, c'est le côté symbolique de cette suite. J'ai passé quasiment une semaine et demie ici à chaque fois que je viens jouer le tournoi et je voudrais remercier l'hôtel pour avoir donné mon nom à cette suite et de l'aménager aussi joliment. C'est vraiment spécial pour moi. Je leur en suis vraiment reconnaissant. What is your best souvenir to Monaco? Difficile d'en ressortir un car j'ai des bons souvenirs ici chaque année. Mais bien sûr, 2005, mon premier titre ici. Les amoureux de tennis pourront désormais, s'ils le veulent et s'ils le peuvent, résider dans cette suite, échanger quelques balles sur le cours Régnier 3 juste à côté du Monte Carlo Bay et ainsi se rêver en champion de tennis.
Rafael Nadal, 10 titres ici depuis 2005. Il va tenter de battre son propre record et remporter un 11e trophée à Monaco. Il est redevenu numéro 1 mais se remet de blessure. Rafael Nadal nous parle de son état de forme. On l'écoute. Je me sens bien, hâte d'être à l'entraînement de demain. Ce sera le dernier avant le début du tournoi. C'est toujours un sentiment agréable quand le début du tournoi se rapproche et j'espère être prêt. On passe à notre expert du jour. C'est un consultant Canal, un ancien joueur, Julien Bouter. Ils vont, avec Frédéric Hélion, certainement nous parler, entre autres, de Rafael Nadal. C'est à vous, messieurs. Julien Bouter, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous cette année encore sur Monaco Info. Vous êtes notre expert du jour. Vous connaissez désormais la rubrique. Hier, on a eu Paul-Henri Mathieu qui faisait ses débuts en consultant sur Canal+. Vous, ça fait déjà un petit moment que vous travaillez pour la chaîne cryptée. Oui, ça fait que je commence, ça va faire 12-13 ans, il me semble. J'ai commencé avec Paris Première les 2 premières années. Et puis très vite, j'ai rejoint l'équipe de Canal. Et donc ça va faire ma 12e édition ici consécutive. Vous avez pu écouter un peu Polo sur ses débuts ou pas? On alterne souvent parce que quand il y en a un qui commente, l'autre est en plateau en bas. Donc non, après je l'ai entendu sur des interviews, sur des plateaux. Mais il prend goût, il aime ça, donc c'est parfait. Bon, on va un peu parler aussi de l'actu générale du tennis de cette saison. Pas de Roger Federer comme l'an dernier sur la saison de terre. Il a donc zappé toute la saison sur terre battue. Ça fait un peu jaser. Est-ce qu'on a le droit, entre guillemets, de lui en vouloir? Je parle pour les fans en général. C'est compliqué, après tout dépend comment on se place. Si on se place simplement par rapport à Roger Federer qui gère son entreprise, donc une entreprise qui est, le but c'est professionnel, c'est de générer de l'argent, c'est d'essayer d'être au top. C'est sa gestion du temps et du calendrier, donc il sait que ses années sont comptées, il sait très bien qu'il a plus de chances peut-être d'aller chercher un titre à Wimbledon qu'à Roland-Garros. Ça c'est pas discutable. Après, je pense qu'il y a quand même une notion de devoir peut-être derrière tout ça, c'est quand on a le palmarès de Federer et qu'on a engendré des millions, voire plus sur une carrière, il y a une certaine, je pense, attitude à avoir où on doit rendre un petit peu au tennis ce que le tennis a apporté. Donc ça peut être discutable de ce côté-là. Mais lui, il l'aborde de façon très très pro, comme il a toujours été, sur le terrain. Il se prépare, qu'à chaque fois qu'il vient sur un tournoi, il est au top de sa forme. Quand il fait des conférences de presse, il les donne en 2, 3, 4, 5 langues différentes. Il donne le temps, mais voilà, ça reste très professionnel, très structuré, très cadré. C'est sa façon d'approcher le tennis et son sport. C'est difficilement critiquable, même si effectivement il pourrait maintenant à 36 ans essayer de rendre un petit peu de temps. Mais c'est un sujet qui est très complexe. Parce que c'est pas une question de niveau en fait, vu ce qu'il nous a montré l'an dernier, même si la terre est une surface, on va dire, qui va être un petit peu plus compliquée pour les articulations, etc. Sur un tournoi de terre battue, sur un Master 1000, sur un match au meilleur des 2 sets, il peut gagner un tournoi par exemple. Ah oui, même Roland Garros, j'en suis intimement convaincu, puisqu'en plus c'est une période qui est, où il y a peut-être presque plus d'ouverture que les autres années. C'est pour ça que je suis très surpris, parce que j'avais fait un article pour l'équipe d'ailleurs il y a 3 semaines, un mois, juste avant qu'il annonce cette coupure de la saison de terre battue, et je me suis dit c'est vraiment une année où, à mon avis, il a intérêt à faire ce choix de la terre battue, parce que Nadal n'est pas non plus au top de sa forme, que ce soit Djoko, Murray, Wawrinka, sont un petit peu blessés et incertains, donc automatiquement, il y avait peut-être une possibilité plus grande d'aller chercher une deuxième fois ce titre. Et en plus, vu son niveau de jeu, alors on parle des articulations, mais la terre battue c'est quand même relativement souple, il y a des glissades, c'est amorti, donc par rapport à des surfaces dures, c'est moins contraignant. Et j'étais très surpris de cette décision. Vous parlez de Rafael Nadal qui, cette saison, avant la Coupe Davis, n'avait finalement disputé qu'un seul tournoi, l'Open d'Australie, où il avait dû abandonner. Est-ce que vous le voyez capable de soulever un 11e trophée ici, alors que, vous l'avez dit, c'est un peu, on va dire, l'inattendu dans le Big Four, avec les blessures, etc. Oui, après, quand on voit ses performances en Coupe Davis, il joue quand même certainement le meilleur de cette nouvelle génération. Il joue Zverev et il le relègue au statut de
teenager, parce qu'il gagne en 3-7, il n'y a quasiment pas de match. Donc c'est vrai qu'à chaque fois quand Nadal revient sur terre battue, il retrouve des automatismes. Et je pense qu'il s'est soigné aussi, il aurait peut-être pu reprendre un peu plus tôt, mais il a préféré jouer la sécurité pour reprendre sur terre, sachant qu'il a tous ses repères et tellement de certitude sur cette surface. Donc à nouveau, une nouvelle année, je pense que c'est le favori sur cette surface et pour le mois et demi qui vient. L'an dernier, dernière question, en finale, il affrontait un invité surprise, Albert Ramos Vinolas. On peut s'attendre cette année encore à avoir comme ça, au vu du tableau et au vu des absents, on va dire un nouveau finaliste? De toute façon, je pense qu'on aura un nouveau finaliste, puisque si on regarde le tableau d'un point de vue, je pense, joueur de terre battue et joueur connu un petit peu déséquilibré, puisqu'on se rend compte qu'il y a à la fois Nadal, Djokovic, Thiem dans le même quart. En dessous, c'est beaucoup plus libre. Il y a Cilic, mais Cilic, on l'a vu ce matin à l'entraînement, il a dû écourter son entraînement face à Nadal avec des douleurs au genou. Donc une partie basse du tableau très très ouverte. À mon avis, automatiquement, on aura un nouveau finaliste. Merci Julien en tout cas de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Dans un précédent numéro, nous vous avons appris à réaliser le service parfait. Aujourd'hui, c'est un geste. Le geste du jour, c'est, on peut dire, même l'arme fatale du tennis pour certains des joueurs sur le court. C'est le coup droit que va vous apprendre à réaliser parfaitement Jacques Vincileoni. Aujourd'hui, nous allons faire le coup droit. Le coup droit, d'ailleurs, comme le service, consiste en une préparation qui doit être faite le plus tôt possible, puis un geste vers la balle qui se fait en accélérant de plus en plus vite. OK ? Et comme au service, tout en regardant bien la balle au moment où on tape la balle. OK ? Et la fin du geste. Donc je recommence, on prépare, on accélère de plus en plus vite. Alors, évidemment, il y a aussi un jeu de jambes qui doit se mettre en place pour être placé le mieux possible par rapport à la balle. Avant d'exécuter son coup droit, il est conseillé d'avoir des appuis pour pouvoir après bien exécuter le coup droit avec de l'équilibre. L'idéal, c'est d'avoir un appui au moment où l'on frappe la balle. Ce numéro consacré à la 112e édition du Rolex Monte Carlo Master s'achève. On se quitte en musique sur des images d'Orazio Gagino. Et nous, on se retrouve pour d'autres aventures tennistiques. À très bientôt. Au revoir.